Le cœur s'arrête. Le tracé sur le moniteur devient plat. Ce sifflement continue, ce son que redoute chaque médecin. Ce bruit qui signale la fin de ce parcours. À cet instant précis, la médecine officielle prononce le verdict. Décès clinique. Le sang se fige dans les veines. La pompe vitale est hors service. L'oxygène n'arrive plus au tissu. Sans carburant, la machinerie complexe du corps humain s'effondre. Les cellules entament leur propre asphyxie. Le cerveau, cet organe vorace, devrait logiquement s'éteindre comme on coupe le courant dans la maison. Noir complet, silence absolu. Pourtant, ce n'est pas ce qui se produit. Du moins, pas toujours. Depuis la nuit des temps, des récits nous reviennent de cette frontière. Des soldats laissés pour morts sur le champ de bataille. Des patients en arrêt cardiaque sur la table d'opération. Des noyés ramenés à la vie sur la berge glacée. Tous racontent la même chose, ou presque. Non pas le néant, mais le trop. Non pas l'obscurité, mais la lumière. Non pas la faim, mais quelque chose d'autre. Ils décrivent la sortie de leur propre enveloppe charnelle. Ils se voient nés flotter au-dessus de la scène, indifférents à la panique des médecins. Ils traversent ce fameux tunnel. Ils ressentent cet amour inconditionnel, cette paix absolue qui dépasse tout vocabulaire humain. Ces témoignages se comptent par millions. Ils traversent les époques. Ils ignorent les frontières culturelles. On retrouve ces récits chez les peuples d'Amazonie, chez les cadres supérieurs de New York, chez les enfants de 3 ans qui n'ont aucun concept religieux, chez les athées convaincus. Pendant longtemps, la science a balayé tout cela. Hallucination, manque d'oxygène, délire d'un cerveau à l'agonie. Mais récemment, la technologie a permis de regarder là où personne n'avait jamais regardé, à l'intérieur du crâne, au moment précis du trépas. Et ce que les scanners révèlent est terrifiant. Ce que les neuroscientifiques découvrent remet en cause notre conception même de la réalité. Car au moment où tout devrait s'arrêter, tout s'accélère. Le cerveau ne meurt pas en silence, il hurle, il s'embrase, il ouvre la porte vers quelque chose que nous commençons à peine à comprendre. Bienvenue aux frontières de la conscience, là où la mort n'est peut-être pas une fin, mais un passage. Si cette enquête sur les mystères ultimes de notre existence vous captive, prenez juste un instant pour cliquer sur le pouce bleu. C'est un geste simple, mais c'est le seul moyen pour que ces questions fascinantes atteignent d'autres esprits curieux. Merci à vous. Regardons d'abord la mécanique brute. Le cerveau humain est la structure la plus complexe de l'univers connu. Il ne pèse que 2% de la masse corporelle totale. Mais ce tyran biologique engloutit 20% de l'énergie disponible. C'est énorme. Chaque seconde, des milliards de neurones échangent des informations par signaux électriques et chimiques. Ce réseau incessant a un coût exorbitant. Le cerveau ne possède aucune réserve. Contrairement aux muscles qui stockent du glycogène ou au foie qui garde des provisions, le cerveau vit en flux tendu. Il exige son glucose, il exige son oxygène, en continu, sans pause, sans retard. Couper ce flux et la catastrophe est immédiate. 10 secondes sans oxygène, la conscience s'évapore, vous tombez. 20 secondes, l'activité électrique mesurable à la surface du crâne cesse. Le tracé devient plat. 4 minutes, les neurones commencent à mourir. Leurs membranes se brisent, leur contenu se déverse. C'est la nécrose, l'irréversible. Voilà le dogme médical enseigné dans chaque faculté de médecine à travers le globe. C'est logique, c'est carré, c'est rassurant, mais c'est... En 2022, le destin a offert aux scientifiques un cadeau macabre mais précieux. Un patient de 87 ans. Il était traité pour épilepsie. Son cerveau était branché en permanence à un électroencéphalogramme, cet appareil qui enregistre les ondes cérébrales. Soudain, le drame, crise cardiaque massive. Les médecins n'ont pas le temps de le sauver, mais l'appareil, lui, continue d'enregistrer. Pour la première fois de l'histoire, la science possède l'enregistrement complet, seconde par seconde, de la mort d'un cerveau humain. Les chercheurs s'attendaient à voir l'activité baisser progressivement jusqu'au zéro, comme une batterie qui se vide. Mais en analysant les données, le docteur Ajmal Zemmar et son équipe ont vu l'impossible, 30 secondes après l'arrêt du cœur, alors que le sang ne circule plus, alors que le patient est cliniquement mort. Le cerveau produit soudainement une explosion d'activité, pas n'importe quelle activité. Des ondes gamma, ce sont les ondes les plus rapides, les plus énergivores que le cerveau puisse produire. Elles ne surviennent normalement que lors des moments de concentration intense, lorsque nous résolvons le problème mathématique difficile, lorsque nous nous remémorons le souvenir précis de notre enfance, lorsque la conscience est à son niveau maximal. Imaginez la scène. Le corps est inerte.
le cœur est arrêté. Mais à l'intérieur, le cerveau s'active comme jamais auparavant. Il y a synchronisation parfaite entre les différentes zones. Les régions de la mémoire, de la vision, de l'audition se connectent entre elles à une vitesse folle. Ce patient ne s'éteignait pas. Il vivait, intérieurement, l'expérience la plus intense de son existence. Était-ce à ce moment précis qu'il revoyait le film de sa vie? Était-ce là qu'il percevait cette fameuse lumière? Nous ne le saurons jamais car il n'est pas revenu pour le raconter. Mais cet enregistrement prouve le fait biologique. La mort n'est pas l'arrêt du cerveau. C'est son dernier sursaut, son ultime feu d'artifice. Pourquoi ce phénomène? La biologie a sa réponse. Elle est pragmatique, froide. Lorsque l'oxygène manque, le système de régulation saute. Les neurones inhibiteurs, ceux qui servent de frein et empêchent le cerveau de s'emballer, sont les premiers à lâcher car ils sont très gourmands en énergie. Sans frein, le système s'emballe. C'est la tempête excitotoxique. Le cerveau libère tout ce qu'il a en réserve. Un déluge chimique inonde le cortex. Dopamine, sérotonine, noradrénaline et surtout, endorphine. Ce cocktail est puissant, plus puissant que n'importe quelle drogue synthétique vendue dans la rue. La kétamine, utilisée comme anesthésiant de cheval ou drogue récréative, produit des effets similaires. Dissociation, sortie du corps, hallucination mystique. Le DMT, cette molécule présente dans certaines plantes chamaniques comme l'ayahuasca, provoque aussi ces voyages interdimensionnels. Le cerveau mourant devient son propre dealer. Il s'auto-administre la dose ultime. Pourquoi? Pour protéger l'organisme du choc de la mort? Pour anesthésier la douleur finale? Ou est-ce simplement le bug final du système, le bruit statique d'ordinateur qui plante? Les matérialistes s'arrêtent là. Pour eux, l'expérience de mort imminente n'est que ça, une hallucination hypoxique. Le dernier rêve d'une machine qui casse. Mais cette explication, aussi séduisante soit-elle, échoue à expliquer certains détails troublants. Très troublants. Parlons de Pam Reynolds. Ce nom est célèbre dans le milieu de la recherche. Son cas, survenu en 91, reste le caillou dans la chaussure des sceptiques. Pam avait l'anévrisme géant au cerveau. Pour l'opérer, les chirurgiens devaient tenter l'opération de la dernière chance, l'arrêt hypothermique. Ils ont refroidi son corps à 15 degrés. Ils ont arrêté son cœur. Ils ont vidé son sang. Et surtout, ils ont mis son cerveau au silence complet. Électroencéphalogramme plat. Aucune activité électrique. De plus, pour vérifier qu'elle ne percevait rien, ils lui ont inséré des écouteurs moulés dans les oreilles, émettant des clics bruyants à 100 décibels. Elle était aveuglée, assourdie, gelée, morte. Pourtant, après sa réanimation, Pam a raconté. Elle a décrit la sortie de son corps. Elle a décrit l'instrument précis utilisé par le chirurgien pour ouvrir son crâne. Elle a dit « ça ressemblait à la brosse à dents électrique de mon père ». C'était exact. La scie chirurgicale Midas Rex a cette forme spécifique. Elle a rapporté la conversation entre le cardiologue et le neurochirurgien à propos de la taille de ses artères fémorales. C'était exact. Comment un cerveau sans sang, sans activité électrique, avec les oreilles bouchées, peut-il entendre et voir? Comment peut-on former le souvenir quand l'hippocampe, la zone qui enregistre les souvenirs, est hors service? Ce cas suggère l'impensable. La conscience ne serait pas produite par le cerveau. Elle serait captée par lui, comme le poste de radio capte la musique. Si vous cassez le poste, la musique s'arrête dans la pièce. Mais l'onde, elle, continue d'exister ailleurs. Lorsque le cerveau meurt, la conscience serait simplement libérée. Il y a plus étrange encore. Ce phénomène porte le nom de lucidité terminale. Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire dans votre entourage. Le grand-père atteint d'Alzheimer sévère. Depuis des années, il ne reconnaît plus personne. Il ne parle plus. Son cerveau est rongé par les plaques amyloïdes, détruit, atrophié. Il est parti depuis longtemps. Et puis, quelques heures avant sa mort, il se réveille. Il s'assoit dans son lit. Il regarde sa fille dans les yeux. Il l'appelle par son prénom. Il discute normalement, avec esprit, avec humour, avec mémoire, comme si la maladie n'avait jamais existé. Puis il s'allonge et meurt. C'est impossible. Selon la neurologie classique, c'est impossible. Les tissus détruits ne repoussent pas en 5 minutes. Les connexions neuronales perdues ne se rebranchent pas par magie. Si le cerveau génère la conscience, comment un cerveau détruit peut-il générer cette conscience parfaite juste avant la fin?
C'est comme si l'ordinateur cassé se mettait à faire tourner le dernier jeu vidéo ultra puissant juste avant de griller. Cela n'a aucun sens. Sauf si le cerveau malade agissait comme le filtre encrassé. La maladie bouche le filtre. La conscience ne passe plus. Mais à l'approche de la mort, le filtre se brise totalement. Et la conscience, intacte, rayonne une dernière fois à travers les brèches avant le départ définitif. Les biologistes de l'évolution tentent pourtant de trouver la raison logique à tout cela. Pourquoi la nature, qui ne fait rien au hasard, aurait-elle sélectionné ce mécanisme de paix au moment de mourir? Quel avantage cela donne-t-il pour la survie de l'espèce? Si vous êtes en train de mourir, mangé par le lion, à quoi bon ressentir le calme absolu? C'est trop tard pour se reproduire. C'est trop tard pour transmettre ses gènes. La réponse se trouve peut-être chez l'opossum, ou la poule, ou le lapin. Face au prédateur, quand la fuite est impossible, l'animal fait le mort. C'est la thanatose, immobilité tonique. L'animal se fige. Son seuil de douleur grimpe en flèche. Il se dissocie de son corps pour ne pas sentir les crocs qui se plantent. Cette stratégie a le but. Le prédateur, croyant sa proie morte ou malade, relâche parfois son attention. C'est la chance infime, mais réelle, de s'enfuir. L'expérience de mort imminente humaine serait-elle le vestige de ce réflexe animal? Une dissociation brutale pour ne pas souffrir lors de l'attaque de la bête sauvage? Le tunnel, la lumière, la paix ne seraient que la version sophistiquée, narrative, humaine, de ce réflexe de faire le mort. Notre cerveau complexe transforme l'instinct de survie en voyage spirituel. L'étude Aware, dirigée par le docteur Sam Parnia. Le concept est génial de simplicité. Dans plusieurs hôpitaux, ils ont placé des tablettes sur des étagères en hauteur dans les salles de réanimation. L'écran est tourné vers le plafond. Seule la personne qui flotterait au plafond pourrait voir l'image affichée. Si le patient sort de son corps, il doit voir le symbole. Des milliers d'arrêts cardiaques ont été surveillés. Résultat, décevant pour les croyants, frustrant pour les sceptiques. Très peu de patients ont eu des expériences de sortie de corps dans ces salles précises. Aucun n'a vu la cible cachée, mais certains ont rapporté des événements auditifs précis, des sons, des paroles, vérifiés et validés par le personnel. Le mystère reste entier. La vision à distance n'est pas prouvée, mais la conscience auditive persistante, elle, semble bien réelle. Alors, il faut aller plus loin. Il faut descendre dans l'infiniment petit, dans la physique quantique. Sir Roger Penrose, prix Nobel de physique, et l'anesthésiste Stuart Hameroff ont proposé la théorie audacieuse, l'ORC-OR. Selon eux, la conscience ne naît pas des connexions entre les neurones. Elle naît à l'intérieur même des neurones, dans de minuscules structures appelées microtubules. C'est là que se produiraient des effets quantiques. Si cette théorie est vraie, la conscience n'est pas locale, elle fait partie de la structure même de l'univers. Lorsque les microtubules cessent de fonctionner à la mort clinique, l'information quantique ne se détruit pas, elle ne le peut pas. En physique quantique, l'information ne se perd jamais. Elle retourne simplement au champ global, à l'univers. Ce que les mystiques appellent l'âme, le physicien l'appelle l'information quantique non locale. Deux mots pour la même chose? Peut-être. Cela expliquerait pourquoi, lorsque le cerveau se rallume lors d'une réanimation, l'information revient dans les microtubules et le patient se dit « j'étais ailleurs ». Il n'était pas ailleurs géographiquement, il était ailleurs quantiquement, il était partout. Récapitulons ce que nous savons. Au moment de mourir, le cœur lâche. Le cerveau perd ses freins. Il inonde le système de calmant naturel ultra puissant. Il génère des ondes gamma d'une intensité folle, créant la réalité hyper lucide. Il tente peut-être de puiser dans la mémoire et l'imagination pour construire le scénario rassurant face à l'inconnu. C'est la version matérialiste. C'est le cerveau qui se console lui-même. Mais il y a l'autre version, celle où le cerveau n'est que l'interface, le récepteur TV. Et quand le récepteur grille, le signal, lui, continue. Cette paix, cette lumière, ces retrouvailles ne seraient pas des hallucinations, mais le début de la vraie réalité, celle que notre cerveau filtre et limite tout au long de notre vie pour nous permettre de fonctionner dans ce monde matériel. La mort ne serait pas la fin du programme, ce serait la fin de la simulation. Nous avons passé des siècles à cartographier la planète. Nous envoyons des sondes sur Mars, nous écoutons les échos du Big Bang. Mais le plus grand mystère de l'univers se trouve juste là, entre nos deux oreilles.
Et dans cet instant précis où tout s'arrête, personne ne peut dire avec certitude ce qui nous attend après le dernier battement. Juste le noir ou le réveil? Ce qui est certain, c'est que le corps humain est programmé pour ce moment. Il est préparé. Il possède les mécanismes chimiques, électriques et peut-être quantiques pour rendre ce passage non seulement supportable, mais potentiellement transcendant. La nature ne fait rien en vain. Si elle a prévu ce feu d'artifice final, ce n'est peut-être pas pour rien. Dormez tranquille, votre cerveau connaît le chemin. Si cette plongée dans l'inconnu vous a fasciné, pensez à liker la vidéo. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous offrir. Racontez-nous si vous, ou vos proches, avez touché cette frontière en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour continuer d'explorer ce que la science ne peut pas encore expliquer, mais qu'elle n'ose plus ignorer. À bientôt.